présenter cette thématique, l'effet placebo, au nom du conseil scientifique, parce que c'est vraiment le travail qui m'habite depuis ma thèse de médecine, où déjà Alain Moreau était dans mon jury de thèse. Et je suis heureux de partager cette réflexion. Vous me connaissez probablement sur des aspects très EBM, et là, vous allez peut-être être surpris. Je vais avoir un discours peut-être un peu plus nuancé pour une fois, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, on m'a demandé de vous parler d'effet placebo, mais l'effet placebo, c'est depuis 50 ans, il y a une littérature extrêmement abondante. En si peu de temps, c'est très difficile de condenser toute la littérature, mais je vais essayer en 3 diapos de vous présenter ce que j'ai compris de l'effet placebo et après toutes les questions que ça soulève. Alors, première question, qu'est-ce que l'effet placebo? Mais c'est très simple, c'est l'effet d'un placebo. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu la question, parce que qu'est-ce qu'un placebo? Alors, c'est très difficile à définir en fait. Il y a d'abord, pour y voir plus clair, il faut distinguer 2 contextes. Le contexte de l'évaluation des médicaments, dans les essais cliniques randomisés, et le contexte de soins. Dans les contextes de l'évaluation du médicament, c'est un objet ou une procédure qui ressemble en tout point de vue à la thérapeutique évaluée, mais qui ne contient pas le principe actif. On appelle ça en général le placebo pur ou des fausses interventions. Dans le soin, on ne parle pas de placebo, mais on peut penser que ça existe. Alors on définit ça comme ça, objet ou procédure utilisée intentionnellement pour ses effets non spécifiques et pour faire plaisir, pour plaire aux patients. Il faut savoir que dans les études qu'on retrouve dans la littérature, les médecins avouent, entre 50 et 80%, prescrivent des placebos, et la plupart du temps, ils sont des placebos impurs ou actifs. Ça veut dire qu'ils contiennent bien une molécule soi-disant active, mais qui n'a pas démontré d'effet propre. Les placebos purs sont difficiles à trouver, peut-être par l'homéopathie. Et il faut savoir que les enquêtes sur les patients qui ont été réalisées sont assez intéressantes parce qu'elles montrent que les patients, pour eux, c'est acceptable de prendre des placebos s'il n'y a pas de risque et s'il y a un bénéfice potentiel. Ça, c'est important. Dans quelle situation il existe un effet placebo démontré? Alors, sous réserve de biais liés à l'absence d'insu dans ces études, l'effet des placebos semble exister. On ne peut pas nier que ça n'existe pas par rapport à l'absence de placebo dans, bien sûr, la douleur, la nausée, la dyspnée, les phobies, la toux. Et en fait, finalement, dans tous les troubles subjectifs ressentis par les patients. On a beaucoup moins de données sur des troubles qu'on qualifierait d'objectifs ou lésionnels. Alors, comment ça fonctionne? C'est compliqué et en même temps, ça peut se résumer de cette façon. Le placebo agit comme un symbole, un signifiant qui a du sens pour l'humain, pour le patient, comme n'importe quel symbole. Le sens interdit, le feu rouge, ça a un effet. Ça vous arrête. Voilà. Et pourtant, c'est qu'un symbole. Le symbole a une action. Pour le médicament, c'est plus compliqué, mais ça passe par le nombre de prises, la couleur, le type d'administration, le nom et le prix. Un placebo cher marche mieux qu'un placebo pas cher. Et tout ça, ça fonctionne comment? Eh bien, les mécanismes psychologiques qui ont été identifiés, on les appelle comme ça en français, les attentes, donc l'expectancy, c'est des mécanismes conscients d'anticipation, de suggestion. Il y a également des mécanismes inconscients qui nous concernent tous, le conditionnement, l'apprentissage culturel. Nous sommes dans une société où le médicament, nous avons appris à se soigner avec un médicament, donc pour nous, ça fonctionne. Et puis ça rassure. Tout ça, ça passe par plein de choses, les comportements qui peuvent être modifiés, mais surtout, bien sûr, par des sécrétions endogènes de molécules, endorphines, CCK, sérotonine. Et je vous montre une belle image de une neuroimagerie fonctionnelle pour vous dire que ça a un effet sur le cerveau, comme si on avait vraiment besoin de dire que oui, c'est vrai, ça existe. Voilà. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Voilà. Le placebo, il existe, l'effet placebo, il existe. Il n'est peut-être pas si puissant qu'on le pense, mais pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de revenir au débat sur l'homéopathie. Qu'avons-nous dit exactement avec le conseil scientifique? Qu'au total, quand on prend les essais de bonne qualité, j'insiste sur ce mot, de bonne qualité méthodologique, le passage de l'homéopathie au tamis de l'exigence scientifique démontre qu'elle n'est pas plus efficace qu'un placebo,
quels que soient les symptômes. Voilà ce que nous avons dit, et pas plus. Il me semble que, en fait, les malentendus et le malaise qu'on a tous en tant que médecin, en tant que patient, et même en tant que personne tout simplement, sur ces questions, elles viennent d'une mauvaise, du fait qu'il existe au moins trois notions d'efficacité différentes qui se télescopent et qui ne sont pas forcément toujours congruentes et qui nous mettent un peu en dissonance et en incohérence. Et voilà, bien sûr, les trois notions d'efficacité qu'on doit retenir. Il existe bien sûr l'efficacité expérientielle, celle du patient, l'efficacité clinique. Docteur, ça marche pour moi, ce traitement m'a soulagé. Et on ne peut pas nier que le patient dit qu'il est soulagé. C'est aussi l'expérience du médecin qui constate que parfois les symptômes s'améliorent. Donc il y a aussi l'efficacité de l'expérience du médecin. Mais tout ça, on sait que, évidemment, il y a une erreur logique d'attribution causale. En latin, on l'appelle post hoc ergo propter hoc. Ce n'est pas pour faire référence à l'homéopathie, simplement pour dire après cela, donc à cause de cela. C'est une erreur logique. On sait très bien qu'une corrélation n'est pas causalité. Et il y a des biais cognitifs chez nous tous, de fait d'attribuer à un effet une cause. On cherche souvent des causes pour expliquer ce qui se passe. C'est très humain. Et c'est plus ou moins crédible. Ce n'est pas complètement à jeter, parce que les patients disent, ça dit quelque chose quand même de l'effet. Un médicament, par exemple, qui n'aurait pas d'effet, eh bien, il n'y aurait pas d'efficacité expérientielle non plus. Voilà, donc ce n'est pas à jeter, mais c'est sûr que ce n'est pas celle qui est convaincante. Alors, il existe à côté de cela l'efficacité théorique, c'est-à-dire celle qui présuppose des mécanismes d'action, expliquant les faits. Ça va des hautes dilutions au syndrome post-Lyme, qu'on verra tout à l'heure en plénière. Et il y a un tas d'explications. C'est plus ou moins crédible. Voilà. Mais parfois, c'est peut être très crédible, parfois, ce n'est pas crédible. Et puis, il y a depuis 50 ans, et en particulier depuis 1990, avec l'arrivée de l'evidence-based medicine, les médecins se sont dotés d'une méthode expérimentale pour faire la part des choses entre ce qui est des médicaments efficaces et pas, et ce qui n'est pas efficace. C'est l'essai clinique randomisé, je ne vous apprends rien, mais qui mesure un effet statistique, un effet moyen, et qui est aussi plus ou moins crédible, parce qu'il peut avoir plein de biais, et finalement, on peut prendre aussi un critère de jugement qui n'est pas pertinent. Donc même l'essai clinique randomisé, il peut être plus ou moins crédible. Donc tout ça, vous voyez, j'ai intitulé cette diapositive « L'efficacité thérapeutique, une question de confiance » parce qu'on a l'impression que finalement on est dans des degrés de certitude, des degrés de croyance, et finalement la preuve, c'est aussi un degré de preuve. Alors venons-en à l'effet spécifique, c'est une notion très importante parce qu'on parle, pour expliquer l'effet placebo, on parle souvent d'effets non spécifiques. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'effet spécifique. Eh bien il y a une confusion actuellement dans la littérature et dans nos pensées. Il y a deux notions de spécificité. Il y a la spécificité selon la théorie. La théorie, elle présuppose qu'un principe actif va être efficace. Donc, elle le présuppose, mais cet effet spécifique, il doit être prouvé par l'essai randomisé pour des raisons épistémologiques, méthodologiques, et que je ne vous décrirai pas, mais qui sont bien établies. Donc, pour prouver qu'il y a un effet spécifique, il faut qu'il y ait un essai sans risque de biais, c'est-à-dire de haute qualité sur le critère jugement principal, la différence ne pouvant s'expliquer que par le principe actif, la différence entre le médicament et le placebo. Pour faire une allusion avec les tests diagnostiques, la spécificité est maximum, ça veut dire qu'il n'y a pas de faux positifs. On ne va pas conclure à tort que le produit évalué a un effet. C'est ce qu'on appelle aussi la haute qualité. Alors, c'est un effet spécifique qui est moyen, qui est dans les essais randomisés. Et il y a un problème qui est majeur, l'effet spécifique au niveau de l'individu existe-t-il? Si vous prenez un comprimé de paracétamol pour soulager la douleur, il y a son effet propre, son effet spécifique, mais il y a aussi son effet placebo. Le nom, le prix, la couleur, qui entraînent des sécrétions endogènes d'endorphines et qui diminuent la douleur. L'effet spécifique, au niveau d'un individu, est impossible à identifier.
dans les troubles où le corps, bien sûr, a ses propres mécanismes d'auto-guérison. Venons-en donc maintenant au problème de la qualité des essais. Eh bien, on a dit que l'homéopathie n'avait pas prouvé de bénéfices par rapport au placebo dans des essais de haute qualité. Et en fait, ce problème de haute qualité, il concerne beaucoup de thérapeutiques, puisqu'aujourd'hui, on estime que 11% seulement des thérapeutiques que l'on utilise ont prouvé de façon convaincante, avec des essais de haute qualité, un bénéfice. 11%, 89% des thérapeutiques utilisées n'ont pas démontré d'effets propres de haute qualité. Alors, je prends un exemple. L'oscillococcinum dans la prévention des troubles liés à la grippe. Cochrane, 2015. 2 essais jugés de basse qualité. Et qu'est-ce que vous avez? Un risque relatif qui est significatif. P0001. L'oscillococcinum, dans la méta-analyse Cochrane, à partir de 2 essais, on ne peut pas dire que ça n'a rien prouvé. Sauf que ce n'est pas de la bonne qualité. Il y a des biais. Et donc, si ces biais-là, ils peuvent expliquer l'effet qui a été observé. Très bien, c'est ce que nous disons. Mais alors, du coup, pour d'autres traitements, et je prends le baclofène qui fait un peu l'actualité, quand on regarde la méta-analyse Cochrane, vous n'avez pas de conclusion définitive parce que les données sont insuffisantes ou de très basse qualité. Je vous parlerai aussi quand il n'y a pas d'essai clinique randomisé, comme l'acétyleucine et le fluoroglucinol, c'est un placebo, c'est quoi en fait? Il n'y a pas d'effet spécifique démontré, pourtant c'est remboursé. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faudrait aller peut-être plus loin pour le mouvement de déremboursement de l'homéopathie, c'est peut-être dérembourser tout ce qui n'a pas prouvé d'effet propre. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'en fait, il y a 2 légitimités qui s'affrontent et et le point de vue que je vais essayer de défendre, c'est qu'il faudra les réconcilier pour être le plus soignant possible. En fait, il y a la légitimité scientifique dont on parle, qui a permis d'arriver au déremboursement de l'homéopathie. Depuis l'évaluation du fluide animal jusqu'aux essais randomisés, seuls les traitements d'effets spécifiques démontrés sont légitimes. C'est aussi important parce que la médecine se veut scientifique, elle se veut rationnelle, et les patients accordent leur confiance à cette médecine, donc c'est important qu'elle ait des méthodes sérieuses et qu'elle ne dise pas n'importe quoi. Il y a une recherche de la vérité, il y a un combat du charlatanisme, et aussi du relativisme, parce que tout ne se vaut pas, et ça c'est important. Et la preuve, en fait, c'est ce qui va se permettre qu'on s'entende tous. Si on a la même rationalité et qu'on a compris la même méthode, eh ben on sera d'accord, on pourra s'entendre, ça sera objectif. Mais bien sûr, il faut que la méthode soit acceptée. L'autre légitimité, c'est notre expérience de tous les jours, la légitimité soignante du praticien face à son patient. Voilà. Est-ce qu'il faut peut-être distinguer des situations de prévention primaire ou de souffrance? Je pense qu'on peut témoigner que le jour où on a mal, je ne sais pas si on n'ira pas vers des thérapeutiques pas forcément d'efficacité démontrée. Je ne peux pas le garantir. Parce qu'en fait, ce qui importe pour le patient, ce n'est pas l'effet propre, c'est l'effet global, avec l'effet placebo. Ce n'est pas l'explication de la thérapeutique, c'est que le traitement, il me soulage, ou il ne me soulage pas. Mais que ça passe par le placebo ou par des molécules actives pharmacologiquement, ce n'est pas la question pour le patient. Les patients, ils ne disent jamais « Ah, j'ai pris un placebo, je me sens mieux ». Et en fait, derrière tout ça, le mot placebo en médecine soignante, il n'a pas vraiment de sens. Parce qu'on dit la parole, la relation, enfin, tout ce qui fait du bien n'est pas... Est-ce que c'est des placebos, en fait? Pourquoi on appelle ça placebo? Je prends l'exemple du bisou que la maman fait, ou le papa, quand un bébé se fait mal, un enfant se fait mal. Pourquoi appeler ça du placebo? C'est un bisou, en fait. Et un bisou, c'est peut-être plus qu'un placebo. Alors, pourquoi il faut tenir ensemble les 2 légitimités? Selon moi, c'est c'est mon opinion propre. Parce qu'il y a 2 dérives à ces légitimités. Il y a la médecine magique d'un côté, la pensée magique, et ça a bien été rappelé par Mathieu, la culture du tout médicament, d'un remède pour chaque symptôme. On est un peu dans le relativisme, dans l'infantilisme et le charlatanisme. Donc ça, c'est une dérive qui est condamnable d'un point de vue éthique, c'est la pensée magique.
Et puis, vous avez une médecine qui serait peut-être trop étroitement scientifique, où le placebo n'est rien, c'est du vent. La parole, c'est du vent. La relation, c'est du vent. Seul l'effet spécifique compte. Et l'effet placebo devient un problème pour la médecine scientifique. Elle valorise essentiellement le médicament parce qu'il est plus difficile de démontrer que d'autres thérapeutiques sont efficaces. C'est vrai que dans la méthodologie de l'essai clinique randomisé, elle a été surtout conçue pour le médicament. Et les thérapeutiques alternatives ont du mal à être évaluées de façon aussi rigoureuse. Donc une médecine qui serait trop scientifique ne valoriserait finalement que le médicament. Alors comment on va réconcilier? Je vais vous donner un exemple. Si le temps passe, je vais me presser un petit peu. Voilà, c'est un essai randomisé très intéressant à 4 groupes. 3 traitements sont évalués par rapport à rien dans la dyspnée des patients asthmatiques. Les 3 traitements, A, B, C, vous voyez, sont efficaces. Donc on peut dire qu'ils améliorent de 25% l'essoufflement, la dyspnée. Maintenant, je vais vous donner une information importante. Quel traitement choisir? Le traitement A, il est aussi efficace que le B, aussi efficace que le C. Il donne des effets indésirables, des palpitations, des malaises, parfois des morts subites, c'est très rare. Au passage, vous avez trouvé le médicament. Le traitement, c'est un médicament. Donc lequel vous choisissez? Le A, le B ou le C? Ils ont le même effet par rapport à rien, mais il y en a un qui donne des effets indésirables, et les autres non. Et bien vous allez choisir le B et le C, si vous êtes prudent. Et je vous donne maintenant la réponse. Le A, c'était l'albutérol, un bêta-2, comme la ventoline, un bêta-2 mimétique du courte durée d'action. Et vous voyez, c'est très efficace sur le VEMS. Ça marche très bien. Les autres, ils font rien sur le VEMS. Le placebo, il fait rien. La fausse acupuncture ne fait rien par rapport à l'absence de traitement. Mais finalement, lequel choisir? Là, vous avez un médicament rationnel, basé sur la pharmacologie. Là, vous avez le symptôme ressenti par les patients. Et c'est des essais randomisés. Voilà. Donc, je vous propose un petit canevas pour réconcilier ces 2 légitimités. Pour moi, la thérapeutique, tout ne se vaut pas, et elle doit quand même avoir prouvé un bénéfice, au moins par rapport à l'absence de traitement. No intervention control. La place des essais pragmatiques est donc importante. Au moins par rapport aux soins usuels. On ne peut pas tout légitimer, on ne peut pas tout accepter, donc il faut des critères. Donc le minimum, c'est que la thérapeutique doit avoir prouvé un bénéfice. Mais je rajouterai 2 ou 3, voire 3 critères. Les bénéfices doivent être supérieurs aux risques, ou du moins les risques doivent être acceptables pour les patients. C'est un concept difficile à expliquer en peu de temps, mais le risque acceptable, en fait, c'est une vraie question. C'est un problème difficile parce que sans évaluation, on n'aura pas beaucoup d'idées de risque. Et puis, il y a la question des bénéfices potentiels. Le 3e critère que je rajouterais, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'alternatives meilleures. C'est du bon sens. Et puis, il faut prendre en compte les préférences du patient. Voilà. Donc je pense que pour finir, donc ce sera ma conclusion, il faut essayer de naviguer entre 2 écueils avec les 2 légitimités. Et peut-être que maintenant, avec Jérémy et Alain, on va voir comment faire optimiser l'effet placebo sans prescrire de placebo ou sans traitement comportant des risques et l'approche centrée patient. Je vous remercie pour votre attention.